Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, les amis, les fidèles auditeurs de Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus pour ce grand rendez-vous. C'est toujours un événement important quand on commence une nouvelle émission sur une grille de programme. Et dans quelques secondes va commencer l'émission Toc Toc qui est là. Alors j'en dis juste quelques mots, puis on laissera la parole à l'animatrice en chef qui est Stéphanie Noraz. On est très heureux avec Sandra de l'avoir à nos côtés, du cabinet Elle Communique, un cabinet de conseil en communication. Alors Stéphanie, avec son énergie, son enthousiasme, son sourire et son empathie, elle va mettre en lumière, une fois tous les 15 jours, des personnages qui sont en fait acteurs aux multiples passions de notre région. Et avec Sandra, c'est ce qu'on veut vraiment à Radio Grand Lac, c'est la transmission, c'est le partage, c'est recevoir des personnes, qu'elles soient anonymes ou non, et qui font vivre leur territoire au quotidien et qui viennent en fait ici pour parler de ça, pour se faire connaître et pour qu'on connaisse leur activité, leur passion, leur hobby, etc., etc. Alors Stéphanie Noraz, c'est une grande première. Ça va Stéphanie ? Ça va. Bon. Je vous dirai ça à la fin de l'émission. Pas trop, tu verras, ça va très très bien se passer. On est ensemble de 18h jusqu'à 19h pour cette première de Toc Toc qui est là. Bienvenue parmi nous. Stéphanie, bon vent pour ton émission. Ce sera une fois tous les 15 jours, le jeudi soir de 18h à 19h. Je vous rappelle entre parenthèses qu'à 19h30, vous aurez Sportez-vous bien, présenté par Damien et Aurélie. Mais pour le moment, Toc Toc qui est là, Stéphanie. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette opportunité, Sandra et Jean-Pierre. Une grande première pour moi, effectivement, même si je suis dans le domaine de la communication, j'aime bien les nouvelles expériences. Bienvenue, chers invités, à Toc Toc qui est là. J'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui et je vous remercie de la confiance accordée pour cette grande première émission. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir deux invités formidables. Jean-Luc Esterman de l'association Toastmasters. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Stéphanie. Et Jean-François Roland du projet 4808. Ça y est, j'ai mangé déjà le nom du projet, tout commence bien. Une dialyse, une montagne, un défi. Bonsoir Jean-François et désolé pour avoir oublié temporairement le nom du projet. Bonsoir Stéphanie, il faut reconnaître que c'est pas forcément simple. Le titre est un petit peu long, effectivement. Donc si vous en êtes d'accord, on va commencer en fait par Jean-François. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots tout simplement déjà, qui es-tu ? Alors Jean-François, j'ai 52 ans, j'habite Aix-les-Bains, je suis originaire de Nantes. Et puis donc je suis retraité de la gendarmerie et depuis peu employé dans une grande entreprise de l'énergie française. Voilà. Et je crois qu'on me dit dans l'oreillette un très grand sportif à la base. Sportif, après très grand sportif, je ne sais pas, mais un sportif. Passionné de montagne en tout cas. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est l'origine de ton projet et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure ? Alors l'origine, c'est tout simple. Je suis atteint d'une maladie rénale sévère. En fait, je suis dialysé. J'ai été greffé pendant 16 ans. J'ai perdu ma greffe au mois de juin. Et depuis, donc, je suis à nouveau dialysé 3 fois par semaine. Et ayant toujours fait du sport, ayant toujours pratiqué la montagne depuis plusieurs années, on va dire au moins 40 ans, je continue malgré la maladie. Et j'arrive à trouver le temps pour m'entraîner entre le travail, la dialyse. Et donc, ayant des compétences, on va dire, alpines, j'ai souhaité mettre ces compétences au profit d'autres malades. C'est-à-dire que je me suis dit, moi je suis malade, j'arrive à faire du sport, j'arrive à pratiquer encore la montagne, etc. Il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Et en fait, ce que j'ai souhaité, c'est relever un défi, faire le Mont Blanc en étant dialysé, parce que c'est quelque chose de rare, ça c'est rarement fait, et faire un film autour de cette ascension pour promouvoir le sport auprès des gens malades, des gens dialysés comme moi, etc. Voilà. Est-ce que tu dirais que le sport et la pratique sportive t'aident à mieux vivre ta maladie ? Oui, tout à fait. Psychologiquement déjà, on se sent plus fort, et puis physiquement aussi, parce que les dialyses, c'est fatigant. Quand on sort de 4 heures de dialyse, on est épuisé. Et le fait de faire du sport, ça me permet d'être plus endurant. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Mont Blanc ? C'est un symbole. C'est un symbole de notre région. Et puis,
Je l'ai déjà fait, plusieurs reprises. J'ai fait mon premier Mont Blanc, j'avais 16 ans. Et puis, je l'ai refait quand j'étais greffé, etc. Et donc, j'avais la volonté d'y retourner. Alors, je suppose que pour réaliser un tel défi et mettre en place un tel projet, tu as besoin de t'entourer, d'être sponsorisé, d'avoir des partenaires. Comment tu t'y prends pour l'organisation? Comment ça se passe? Qui t'aide à mettre tout ça en place? Parce que je suppose que tu n'es pas tout seul à organiser, parce qu'il y a toute la logistique, toute cette partie-là également. Comment tu t'organises? Comment tu le fais? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu vas rechercher? Alors, en fait, effectivement, on a besoin de sponsors. Les sponsors, c'est pas pour l'ascension du Mont Blanc. C'est parce que je suis suivi par une boîte de production qui s'appelle Cerf-Volant Film et qui se trouve sur Annecy. Et forcément, monter un film, c'est quand même un budget. C'est pas donné. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai besoin de sponsors. Donc, on a créé une association de façon à ce que, pour motiver un peu plus certaines entreprises. On est déjà suivi par plusieurs d'entre elles. Et donc, j'ai bon espoir de pouvoir boucler le budget. On a créé également une cagnotte Litchi. Et tout ça est en ligne via Facebook. Et la personne qui s'occupe essentiellement de ça, parce que moi, je suis pas très doué là-dessus, et j'ai pas trop le temps non plus, parce qu'entre le travail, le sport et les dialyses, j'ai pas trop le temps. Du coup, c'est ma compagne, Florence Timon. Que je connais un tout petit peu. Voilà. Par rapport à ce projet, en fait, tu recherches effectivement des sponsors, tu as mis une cagnotte en place. N'importe qui peut participer avec toi à ce projet, avec tous les auditeurs qu'on a. Comment on peut le faire? Comment on peut te joindre? Alors, tu parlais des réseaux sociaux, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, nous, on n'a que ce moyen actuellement, Facebook. On a créé un compte Facebook qui porte le nom de l'association, donc 4808, une dialyse, une montagne, un défi. La cagnotte Litchi porte le même nom. Et après, non, on n'a pas de site internet, on n'a rien de tout ça, quoi. D'accord. Donc, ce projet, c'est une grande première pour toi. Tu n'as jamais réalisé de projet de cette ampleur? Non. Ou autre dans le domaine sportif? Pas du tout. D'accord. Donc, c'est vraiment cette maladie que tu vis au quotidien et la pratique du sport que tu as mis en parallèle pour ton mieux-être qui t'a donné vraiment l'envie, du coup, de monter un tel projet. Oui, c'est ça. Puis, en fait, je me suis rendu compte en discutant avec mes médecins qui me suivent maintenant depuis 20 ans, en discutant avec eux et puis en discutant avec d'autres dialysés, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui font du sport. Et puis, que quelques-uns qui en font. J'ai vu récemment un dialysé qui a fait un film qu'on trouve sur YouTube, qui a fait la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc ça, c'est pareil, c'est de la même... Oui, c'est une très belle course de trail pour les connaisseurs. Même acabit que l'ascension du Mont Blanc. Et j'ai vu, en regardant sur Internet, un dialysé qui avait communiqué sur le fait qu'il avait réussi à faire le Mont Blanc. Et tous les autres ont communiqué en disant qu'ils n'avaient pas réussi. Donc, et le fait qu'il y ait peu de gens qui vivent, qui pratiquent le sport en étant malades, je trouve ça dommage. Et j'aimerais bien. Alors, on a d'autres projets en parallèle pour avoir discuté avec des camarades de dialyse, entre guillemets. C'est que on veut aussi les inciter à faire des sorties, certaines personnes, les amener faire des randos. On va essayer d'organiser ça pour que le monde des malades bouge un peu plus, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concrètement sur l'organisation? Alors, je crois que ça se passe au mois de juillet. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, le programme, comment ça va se passer? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés, par exemple? Oui, bien sûr. Bon, là, pour l'instant, moi, je suis dans la préparation physique. Donc, je pratique le sport 5 jours par semaine. Je fais beaucoup de randonnées. Ici, on a ce qu'il faut. Et puis, à partir du mois de mai, en tout cas, j'espère qu'ils vont réouvrir les remontées mécaniques à Chamonix. Je passe le message. Pour aller m'entraîner dans le massif du Mont Blanc. Alors, il y a d'autres possibilités pour s'entraîner dans le massif du Mont Blanc, mais c'est vrai que de prendre le téléphérique, c'est quand même pratique. On est vite en altitude. Et surtout, m'entraîner à l'altitude, parce que c'est vraiment le point d'interrogation que j'ai. C'est ma réaction à la haute altitude. Je ne sais pas du tout. Vu que, en fait, quand on est insuffisant rénal,
on fabrique quasiment plus d'hémoglobine. Voilà. Donc, on a besoin d'un petit coup de main de la part des médecins. Moi, j'ai encore la chance que mon greffon fonctionne un petit peu. Donc, du coup, j'ai quand même de l'hémoglobine, mais il y a plein d'effets secondaires qui fait qu'en altitude, ça peut être compliqué. Donc, le but pour moi, c'est à partir du moment où ils ouvrent les remontées mécaniques à Chamonix, c'est d'aller m'entraîner en altitude pour voir quelles sont mes réactions, tout simplement. Et puis, continuer à marcher de longues heures. Donc, est-ce que tu vas être accompagné d'un staff médical ? Parce que déjà, quand on est en bonne santé, faire le Mont Blanc, c'est pas forcément donné à tout le monde. Même ceux qui ont des bonnes conditions physiques et qui sont sportifs, on le sait, parfois n'arrivent pas au sommet parce qu'ils prennent ce qu'on appelle le mal des montagnes. Est-ce que tu vas être accompagné d'un staff médical pour cette ascension ? Comment ça se passe un petit peu au niveau de l'organisation ? Est-ce que tu le fais en une fois, plusieurs fois ? Comment tu vas t'organiser par rapport à ça ? Alors moi, ce que je souhaite pour faire le Mont Blanc, c'est essayer de partir. Tout ça, je le calerai sur les derniers jours, suivant les conditions météorologiques et surtout les conditions d'enneigement aussi. Alors, ce que je souhaite faire, c'est l'ascension via ce qu'on appelle les 3 monts, c'est-à-dire le Mont Blanc du Tacu. Depuis l'Aiguille du Midi, on fait le Mont Blanc du Tacu, le Mont Mondier, le Mont Blanc, et ensuite redescendre par le Dôme du Goûter, l'Aiguille du Goûter. Voilà. Donc en fait, on fait l'ascension versant Chamonix, la descente versant Saint-Gervais. Et donc, si tout va bien, si les conditions sont réunies, partir le matin très tôt depuis l'Aiguille du Midi, faire l'ascension dans la journée, et puis redescendre ensuite tranquillement du côté Saint-Gervais, pour éventuellement dormir un peu plus bas, soit au refuge de Tétrousse, soit au refuge du Nid d'Aigle. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Un petit peu, moi. Un petit peu quand même. Et ensuite, je serai accompagné pour cette ascension de ma sœur, qui a souhaité m'accompagner, et également de ma médecin. Donc tu as un médecin personnel medical assistant, c'est formidable. Bon, après, médicalement parlant, si jamais j'avais le moindre problème, il y a mes anciens collègues qui sont dans la vallée et qui prendront l'hélicoptère pour venir me chercher. Qui pourraient intervenir, voilà. J'en doute pas, heureusement. Pourquoi avoir choisi le mois de juillet ? Parce que le mois d'août, je préfère... Il y a l'UTMB, donc c'est déjà tout occupé. Non, c'est septembre l'UTMB. Ah, c'est septembre l'UTMB. C'est le mois d'août. Non, le mois d'août, il y a en règle générale beaucoup trop de monde. Et puis, souvent, il fait très chaud. Donc, les conditions sont beaucoup plus dangereuses. Le mois de juillet, pourquoi je choisis le mois de juillet ? Parce que tout simplement, ça va me permettre de bien m'acclimater à l'altitude au mois de juin jusqu'à mi-juillet à peu près. Et puis, on est encore dans des périodes où il n'y a pas encore trop de monde et on a encore de la neige. Donc, pour évoluer en altitude, c'est très bien, quoi. Alors, je crois que tu as plusieurs possibilités de pouvoir te sponsoriser, d'après ce que j'avais vu. Par rapport à ce sponsoring, donc, tu es passé en mode association. Donc, ça veut dire qu'on peut bénéficier aussi d'avantages fiscaux, on va le dire très clairement, hein, si on participe au projet. Est-ce que tu as défini dans tes offres différents paliers ? Comment ça se passe ? Et est-ce que tu peux simplement, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas forcément habitués à tout ce qui est cagnotte, etc., expliquer aussi le principe en fait de la cagnotte Litchi ? La cagnotte Litchi, c'est tout simple, c'est sur Internet. Vous allez rechercher dans la cagnotte Litchi la cagnotte qui porte le nom 4808, une dialyse, une montagne, un défi. Et puis, vous pouvez participer à hauteur de 10 €, 20 €, 200, comme vous voulez. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, le sponsoring, effectivement, on a trois tranches différentes, suivant ce qui est versé. Et puis, bien entendu, dans le film sera fait mention des sponsors et également de toutes les personnes qui auront participé à la cagnotte Litchi. Voilà, on est d'accord. Donc, c'est pas uniquement les entreprises qui peuvent participer, c'est les entreprises, mais aussi les particuliers, s'ils souhaitent participer à ce projet, peuvent le faire. Et tout le monde sera remercié dans le film. Voilà. D'accord. La diffusion de ce film ensuite, comment ça va se passer ? C'est quoi le plan média prévu ? Et ce qu'on espère, c'est que ça passe aux chaînes nationales. Donc ça, c'est plus mon travail, c'est le travail de Cerf-Volant Film. Ils sont dessus en ce moment.
Et puis, on essaye un petit peu aussi de faire travailler le réseau. Et voilà. Et donc après, on espère effectivement que ça passe sur les grandes chaînes nationales, quoi. Alors, c'est un film qui va durer 13 minutes. Donc, c'est tout à fait le format pour une chaîne comme France 2, des choses comme ça, quoi. Donc j'allais dire, justement, tu as un petit peu répondu à la question, j'allais dire ton rêve ultime, si tu devais en donner un, justement par rapport à la diffusion de ton film, tu souhaiterais qu'il soit diffusé sur quel principe d'émission ? J'aimerais bien Stade 2. Donc voilà, c'est lancé. S'il y a des gens qui ont des relations réseau Stade 2, n'hésitez pas à faire un petit mail à Radio Grand Lac, on transmettra à Jean-François avec grand plaisir. Donc cette préparation sur ce projet et ce défi, c'est vraiment un défi, tu es dessus depuis combien de temps ? C'est assez récent. En fait, moi, je suis retourné en dialyse au mois de juin. Et puis, j'ai repris le sport, on va dire, 3 semaines après. Parce qu'en fait, ma dernière année de greffe a été très compliquée. On ne dirait pas, mais j'ai perdu 14 kilos. Et du coup, j'étais très fatigué, etc. Et la dialyse, en fait, m'a bien requinqué. Ce qui m'a permis de reprendre le sport et de me rendre compte que je pouvais retourner en montagne. Et là, ça m'a donné la pêche. Et donc, grosso modo, à peu près depuis le mois d'octobre, je pense à ce projet. Mais ça, c'est la première étape de mon projet. Parce que j'ai une deuxième étape. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette deuxième étape ? Parce qu'il me semblait que c'était juste la première partie immergée de l'iceberg. C'est cela. L'autre partie est beaucoup plus importante. Et donc, quand j'ai travaillé sur ce projet, effectivement, je me suis rendu compte que, comme je vous ai dit, que peu de gens avaient fait le Mont Blanc en étant dialysés. Et j'ai constaté également que le record d'altitude pour une personne greffée était de 6500 mètres. Donc, je me suis dit, tant qu'à relever des défis, il faut que j'aille battre ce record. Et donc, la deuxième partie de mon projet est d'aller faire le Cho-Oyu, qui est le 6e sommet le plus haut du monde, qui est exactement à 8108 mètres, sur la frontière népalaise et tibétaine. Et voilà, et ça, c'est un rêve, en fait. Ce sommet, je l'ai dans la tête depuis 15 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je rêve de faire un 8000. J'ai aujourd'hui 52 ans. Je me suis dit, il est temps de se lancer. Il n'est jamais trop tard, ce qui paraît. J'attends la greffe et j'irai faire cette expédition. Donc, sur ce deuxième projet, tu vas remonter, j'allais dire, une association pour ce projet-là. Tu y as déjà un petit peu réfléchi parce que quand on est des personnes de défi, généralement, voilà, ce qui nous intéresse, c'est de monter les projets. Puis quand on arrive presque à la finalisation du projet, on a déjà le deuxième qui est dans la tête pour le monter. Donc, je suppose que tu as déjà quelques idées quand même. Tu as pu commencer à réfléchir un petit peu à tout ça, de la façon dont tu voudrais le faire. Oui, je pense que ça sera la continuité parce que on va continuer, une fois que le Mont Blanc sera fait, je pense qu'on va continuer à communiquer et puis à faire vivre cette association. Alors, j'ai déjà été contacté par des associations de donneurs d'organes, des choses comme ça, pour pouvoir faire des conférences. Et ça me plaît de pouvoir participer à ça. Et donc, du coup, on va continuer à faire vivre l'association dans ce sens-là. Moi, je vais continuer la montagne, bien sûr, je ne m'arrête pas là. Et puis, quand je serai greffé, on le fera savoir. Et là, ça sera la grosse préparation pour partir au Népal, quoi. Là, cette préparation, tu l'imagines comment ? Parce que le Népal, voilà, je sais que les gens qui pratiquent la montagne, c'est souvent un rêve ultime de partir au Népal. On est quand même sur un niveau d'altitude qui ne fait pas rigoler, si j'ose dire. Déjà, quand on est, j'allais dire, en bonne santé, on sait qu'il y a une très, très grosse préparation et puis il y a les paliers, etc., pour pouvoir monter. Comment, toi, tu l'imagines, en fait, cette ascension ? C'est simple, j'imagine déjà une grosse préparation également. Ici, on est bien placé pour pouvoir s'entraîner. Donc, grosse préparation, je pense, qui va être sur 2 années, très certainement. C'est à peu près ce qu'on table en général. En général, les gens qui se préparent pour des 8000, c'est à peu près ça. Et puis, il y a surtout, même chose, une recherche de sponsors aussi, parce que là, c'est un très gros budget. Donc, on verra ça en temps et en heure. Mais au niveau sportif, grosse préparation sur 2 ans. Et puis après, partir là-bas pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et voilà, vivre cette expérience qui doit être, à mon avis, extraordinaire. Pour revenir au Mont Blanc et puis au projet actuel que je vais appeler 4808, une dialyse, une montagne, un défi.
Je dirais cette ascension du Mont Blanc. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà dans la tête. Tu nous l'as expliqué depuis un petit moment. Au niveau de l'équipement, est-ce que tu es soutenu par des marques? Est-ce que c'est toi, en ton nom perso, qui t'équipe intégralement? Comment ça se passe? Oui, alors moi, comme je pratique l'alpinisme depuis déjà plusieurs années, j'ai tout le matériel nécessaire. Par rapport à ça, on a c'est pas une marque, c'est un distributeur local qui nous suit et donc il m'a offert l'opportunité d'aller dans leur magasin à partir du moment où ils ouvriront à nouveau pour prendre du matériel. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, si tu le souhaites bien sûr, ce que ça représente en termes de budget pour toi? Qu'est-ce qu'en fait un tel projet nécessite en termes de budget, juste pour qu'on ait une dimension en fait? Au niveau, le budget, c'est le film. Enfin, c'est le prix du film, parce que après, personnellement, moi j'ai le matériel, les personnes qui m'accompagnent auront du matériel. Prendre le téléphérique, c'est pas ce qui coûte cher, etc. Bon, donc le problème n'est pas là, c'est surtout effectivement le budget pour le film. Et c'est un budget qui est de 20 000 euros pour les 13 minutes de film. Donc c'est quand même pas rien. D'accord. Alors on sait que ça peut paraître énorme, mais quand on est dans le métier, je vous assure qu'au final, c'est un vrai budget qui correspond à un vrai travail également derrière. Donc le budget, il n'est pas, si démentiel que ça pour la réalisation d'un film. Comment tu as été mis en contact avec cette société de production? C'est tout bête. C'est le fils d'un ami en fait qui a fait ses études avec un des salariés, c'est des associés, c'est leur entreprise, et donc ils ont fait leurs études ensemble, et puis en discutant, je disais j'aimerais faire un film, et donc ils m'ont mis en contact et on s'est rencontrés. C'est des jeunes, ils sont super dynamiques, très très sympas. Ils nous accompagnent pas au Mont Blanc parce que a priori ils le sentent pas trop, mais par contre ils vont quand même m'accompagner sur l'acclimatation en altitude, des choses comme ça. On va aller faire 2-3 petites courses par là en rocher, des randos, des choses comme ça, quoi. Et donc du coup, ils viennent me filmer la semaine prochaine en dialyse. Voilà. Pour ta préparation physique, donc tu nous disais que tu fais de la rando, que tu as repris le sport de façon quand même relativement active, 5 fois par semaine. Je pense qu'il y en a qui sont déjà fatigués juste quand on annonce le chiffre 5. Est-ce que tu as d'autres choses dans le programme que tu mets en place, par exemple au niveau alimentaire, par exemple, ce genre de choses? Est-ce que tu as d'autres conditions et d'autres, entre guillemets, je mets des contraintes qui vont te permettre de pouvoir atteindre ton objectif? Je dirais les contraintes, j'en ai naturellement à partir du moment où je suis dialysé. Donc on a des contraintes alimentaires et hydriques en tant que dialysé. L'avantage de faire du sport, c'est que moi je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau. J'aime l'eau. et du coup, en dialyse, on ne peut pas boire. C'est compliqué, en tout cas on est très limité. Et le fait de faire du sport, on transpire, et du coup je peux boire. Donc ça c'est bien. Par contre au niveau alimentaire, effectivement, on a déjà des contraintes, mais c'est des contraintes qui correspondent, qui malgré tout correspondent à un sportif. Parce qu'il faut des protéines, il faut des sucres lents, voilà. Donc je me suis pas fait de régime alimentaire particulier, mais je fais attention à ce que je mange, voilà, tout simplement. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un projet quand même déjà, j'allais dire, exceptionnel de faire le Mont Blanc quand on est en conditions physiques top. Par contre, quand effectivement on est dialysé, je pense que ça l'est encore plus. Si tu devais donner 3 mots en fait pour qu'on garde en mémoire ce projet, et puis après je ferai un petit rappel sur comment on peut t'aider, te soutenir et puis te suivre bien évidemment, ce serait quoi 3 mots comme ça, simplement 3 mots? T'es pas préparé, hein? 3 mots, je dirais, le premier c'est la volonté. Volonté, envie et plaisir. Alors Jean-François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, que tu réalises ton premier rêve, parce qu'après il va y en avoir un deuxième qui sera encore plus élevé pour ce magnifique projet. Mais pour pouvoir réaliser ce rêve, je vous invite, si vraiment vous avez été sensible
à ce défi d'aller sur la page Facebook de 4808, une dialyse, une montagne, un défi. Vous pourrez retrouver toutes les informations et puis suivre en temps réel les entraînements de Jean-François et comment, ce projet se met en place. Jean-François, merci d'avoir été mon premier invité ce soir. Je te souhaite plein de bonnes choses et la réussite. Et bien évidemment, on te suivra. Et puis, je pense même que je te ferai revenir pour l'after Mont-Blanc pour venir nous expliquer ce que tu as pu vivre. Et je te souhaite vraiment le meilleur et merci d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, merci Stéphanie de m'avoir accueilli. Et je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir, je reviendrai. On fait une petite pause musicale, chers invités, et ensuite on retrouve Jean-Luc pour qu'il nous parle, bien sûr, de l'association Toastmasters. À tout de suite. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir chers amis, vous êtes toujours sur Toc Toc qui est là avec nos deux invités prestigieux. Nous venons d'entendre Jean-François Roland avec le projet Une dialyse, une montagne, un défi. Et nous allons accueillir maintenant Jean-Luc Esterman, fondateur de l'association Toastmasters. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors Jean-Luc, d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement nous dire qui tu es ? Qui suis-je ? Alors je suis Jean-Luc Esterman, je suis un Alsacien déraciné en Pays de Savoie depuis plus de 20 ans maintenant. Je n'ai pas tout à fait fini ma carrière, mais presque. J'ai fait en gros toute une première partie dans une grosse multinationale américaine liée à l'informatique, en France et à l'étranger, et j'ai fait une seconde partie plutôt à mon compte dans les métiers du conseil. Voilà. Et je crois, pour ne pas me tromper, que tu es juste de l'autre côté de la frontière, il me semble, comme on dit, du côté Haut-Savoyard. Oui, en effet, ouais, j'habite Annecy maintenant. Je dis maintenant, en fait, j'ai pas changé d'adresse. C'est le regroupement de communes qui fait que j'habite à Annecy maintenant, en effet. C'est la grande agglomération maintenant. Tout le monde se regroupe pour être plus fort. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous expliquer qui est l'association Toastmasters, pourquoi l'avoir créée et en quoi ça consiste ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que Toastmasters ? En fait, c'est un groupe mondial, c'est une association mondiale qui existe depuis pas loin de 100 ans. Je crois qu'en 1924, elle a connu ses premiers balbutiements, donc on va bientôt fêter les 100 ans. Il y a 16 600 clubs, je crois, à travers le monde, donc l'association est maintenant représentée un petit peu partout, sur tous les continents, et elle a pour vocation d'aider à la prise de parole en public. C'est-à-dire que nos membres apprennent chez nous à se libérer de la fameuse peur de la prise de parole dès lors qu'il y a un petit peu de public devant. Mais pas que, je crois, parce qu'il me semble que même les gens qui sont relativement à l'aise au niveau de la prise de parole en public peuvent adhérer pour performer. Oui, en effet. C'est une constatation du reste que j'ai fait moi-même, puisque la raison qui m'a poussé à créer cette association, enfin à créer un club à Annecy, puisque l'association elle existe depuis longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y avait pas de club à Annecy. Il n'y en a pas non plus à Aix-les-Bains et Chambéry, mais qui sait, dans les mois à venir, pourquoi pas. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai constaté en fait, de par ma carrière, que, comme tout le monde, j'ai appris à parler, j'ai envie de dire, sur le tas. C'est-à-dire que ça ne s'enseigne pas, ou du moins ça ne s'enseignait pas. Peut-être maintenant on commence à voir les débuts et le balbutiement de cet enseignement, en tout cas en France, depuis en tout cas le grand oral du bac, puisque depuis la réforme du bac, maintenant il y a un grand oral. Et puis on peut voir aussi que ça frémit de tous les côtés. Il y a de plus en plus d'émissions de concours d'éloquence. Il y a une émission de Laurent Ruquier qu'on a vue il y a peu de temps sur les antennes, qui s'appelle Le Grand Oral. Bref, j'ai constaté moi que ça ne s'apprend pas et qu'en fait c'est extrêmement important, puisque nous sommes tous, jugés, nous sommes mis dans des catégories grâce ou à cause de la façon dont on s'exprime. Donc, s'exprimer clairement et j'ai envie de dire efficacement, si je fais le bilan de tout ce qui est important dans une carrière, ça arrive probablement dans les 3 premiers critères pour moi.
Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, alors déjà c'est quoi la fréquence de rencontres, j'allais dire, entre les différents membres, et est-ce que tu peux nous donner un exemple de déroulé d'une soirée? Alors il me semble que c'est en soirée, d'une soirée en fait Toastmasters. En sachant, je voudrais simplement préciser quand même que effectivement c'est basé à Annecy, mais les Savoyards peuvent effectivement adhérer aussi au club. Oui, et puis j'allais dire d'autant plus qu'on fonctionne en ce moment par vidéoconférence depuis le Covid, donc évidemment... C'est encore plus facile. C'est encore plus facile, on se déplace plus. Néanmoins, on perd quand même en qualité dans cette organisation en vidéoconférence, puisque l'un des critères fondamentaux de la prise de parole en public, c'est le corps lui-même, c'est-à-dire la gestuelle et les déplacements. Donc ça, on l'a, enfin, je ne dirais pas du tout, mais beaucoup moins en vidéoconférence. Alors, les réunions ont lieu 2 fois par mois. Nous nous réunissons donc normalement en face à face. Là, c'est par vidéo interposée. Et le déroulement d'une soirée, c'est globalement, il s'y passe 3 choses. La première, c'est des discours préparés. C'est-à-dire que les personnes qui sont membres bénéficient d'un programme fourni par Toastmasters, dans lequel, pas à pas, on leur apprend les basiques, les fondamentaux de la prise de parole en public, qu'il s'agisse de la variété vocale, de la gestuelle, de la gestion des silences, etc. Enfin, tous les classiques de la prise de parole. Donc, ces discours sont préparés à l'avance. Ils durent entre 5 et 7 minutes. Une seconde partie très importante, c'est celle qui consiste à évaluer ces discours. Puisque chez nous, il n'y a pas de gourou, personne n'est... Évidemment, certains sont plus avancés que d'autres, puisqu'ils ont démarré avant. Néanmoins, il n'y a pas d'experts de prise de parole, donc chacun, tour à tour, va faire ce qu'on appelle une évaluation, c'est-à-dire sur un discours d'un des membres, va dire ce qu'il a ressenti. Alors, sans donner de conseils, puisqu'on ne se permet pas de donner des conseils, mais par exemple, on va dire... Eh bien, compte tenu de la vitesse à laquelle tu parles, j'ai quelquefois du mal à saisir. Donc, on ne va pas conseiller à cette personne de parler plus doucement, mais on lui fait comprendre qu'elle parle vite. Après, chacun décide de ce qu'il doit faire ou pas faire. Donc, l'évaluation est extrêmement importante parce que chacun y passe. Et lorsqu'on fait une évaluation, eh bien, on est obligé de noter un certain nombre de choses que l'on emmagasine forcément pour soi après aussi. Et la troisième partie importante de ces soirées, c'est les improvisations. Puisque comme le titre l'indique, Toastmaster, donc les masters du toast, porter un toast, c'est être capable d'une minute à l'autre dans une soirée, si quelqu'un vous met la main sur l'épaule, de dire quelque chose à propos d'un anniversaire, à propos d'une célébration quelconque. Lorsqu'on vous dit, tiens, tu nous parleras bien tu nous diras bien quelques mots de tel sujet ou tel sujet, eh bien, de but en blanc, il faut être capable de le dire. Donc, on travaille les improvisations aussi. Qui choisit les improvisations, en tout cas le sujet des improvisations? Comment ça se passe? Ah oui, alors nous avons des rôles qui sont attribués dans toutes ces soirées. L'un des rôles s'appelle le maître des improvisations. Donc, le maître des improvisations va proposer des improvisations que personne ne connaît à l'avance, bien entendu, seul lui les connaît. Il va proposer ça, c'est sur base volontaire, donc là on lève le doigt. Si on désire parler, il faut parler entre 1 et 2 minutes, si je ne m'abuse, sur un sujet librement proposé qu'on ignorait quelques secondes auparavant. Par exemple, la chaussette orpheline. Le drame de la chaussette unique. Ça m'a traumatisé cette improvisation. J'ai dû pitcher là-dessus et croyez bien que c'était pas forcément évident. Par contre, ça a été un bon moment et puis apparemment, j'ai fait rire beaucoup de monde. Mais je me rappelle parfaitement, oui, effectivement, tu as raison. Voilà, ce sont des sujets de la vie courante, mais la capacité que l'on a tous à en parler, c'est autre chose. Lorsqu'il faut se lever devant un public et parler de cette chaussette orpheline, dont tout le monde connaît l'histoire, bien entendu, puisque tout le monde fait des lessives chez soi et tout le monde s'est heurté au problème de « mais où est-elle passée ?» C'est exactement ça.
Moi, j'avais constaté dans l'association, puisque comme vous avez pu le comprendre, j'ai quand même fait un passage chez Toastmasters, que les personnes en fait qui avaient le plus de difficultés à prendre la parole en public étaient les personnes qui progressaient le plus rapidement. Quand on a déjà un certain niveau d'aisance de prise de parole en public, voilà, c'est pour aller encore plus haut, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est un peu plus timide et qu'ensuite on est en situation de confiance. Moi, j'ai vu des personnes dans l'association qui se sont vraiment révélées. Et ne serait-ce qu'alors pas forcément des personnes qui sont, j'allais dire, dans leur travail sur des responsabilités de devoir prendre cette parole en public, mais juste ne serait-ce que pour la vie courante de tous les jours, pour être plus à l'aise. Il y a des personnes que ça tétanise complètement de devoir parler devant les autres. Et j'ai vu des progrès quand même relativement spectaculaires. Et est-ce que tu peux parler il y a 2 ans maintenant, parce que je crois que le temps passe très très vite, Oui. de cette grande soirée qu'on avait organisée, c'était Céno, je ne sais jamais les communes, moi, c'est ça, C'est nous. avec Virginie, qui Oui. est un exemple juste complètement magnifique, justement. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite anecdote, Jean-Luc ? Oui, donc là, ça nous ramène à juin 2019, je crois, oui, puisqu'on va c'est fêter ça. maintenant nos 2 ans. L'association est née début 2019 et nous avons été officiellement, enfin le club d'Annecy est né officiellement, je crois, en avril 2019. Et en juin, nous avons organisé, avec ton aide du reste, une soirée qu'on a appelée une soirée porte ouverte. Et j'avais à cœur d'inviter des gens dans cette soirée qui prennent la parole, qui doivent prendre la parole pour des raisons diverses et variées, et qui seraient donc à même d'expliquer pourquoi c'est important pour eux. L'invité exceptionnel de cette soirée-là était Virginie Delalande, en effet, qui est une femme sourde de naissance. Non pas muette, puisqu'elle a appris à parler depuis, mais à grand renfort d'exercices journaliers pendant, je crois, 20 ans, où on lui mettait un stylo dans la bouche pour lui dire la langue, il faut qu'elle soit comme ça, si tu veux prononcer ce son-là, etc. Enfin, ça a été très pénible pour elle. Néanmoins, elle a appris à parler, et c'est elle qui avait fait le buzz lors d'une émission de Laurent Ruquier qui avait lieu quelques mois auparavant. J'avais vu cette émission à la télé, et j'avais noté que pendant qu'on présentait les candidats, eh bien elle, on l'avait présentée devant le lac d'Annecy. Donc je me suis dit, tiens, c'est une régionale de l'étape, je vais la contacter, et elle a accepté gentiment, effectivement, de venir nous voir. Et comme tu dois t'en rappeler, lorsque Virginie monte sur scène, elle fait des silences, ce qui est très difficile à faire quand on parle en public. Probablement est-ce plus facile pour elle, puisque le silence, c'est déjà son monde. Et si tu t'en rappelles bien, au moment où elle pénètre sur scène, les gens applaudissent, puis ils s'arrêtent. Et là, on entend une mouche voler. Elle regarde à droite, à gauche, et tout le monde est scotché et attend ce qu'elle va dire. C'était donc très émouvant, et c'était émouvant aussi et passionnant pour les autres invités qui étaient là ce soir-là, dont un jeune qui avait, je crois, 15 ans ou 16 ans, et qui nous expliquait pourquoi pour lui c'est important déjà à l'école. Chef d'entreprise aussi, qui est venu nous expliquer en quoi la capacité à présenter un projet, par exemple, devant des financiers et à les convaincre du bien fondé de son projet est important pour lui. Bref, c'était une soirée qui a marqué tout le monde et qui nous a ramené quelques clients. Tout à fait. Et si je me trompe pas, je crois que Virginie, j'allais dire dans la vraie vie, mais dans la vie tout court, est avocate. Oui, en effet. C'est ça. Elle est avocate. Alors, elle n'existe plus ce métier maintenant, puisque depuis l'émission de Ruquier, elle donne des conférences. Jusqu'à ce que le Covid l'arrête, elle aussi, puisque les conférences, eh bien... Ça va reprendre. Parfois, c'est un peu en stand-by. Mais oui, effectivement, elle n'exerce plus ce métier, mais elle a été la première avocate sourde de naissance en France. Moi, j'ai un souvenir, comme tu disais, très, très émouvant de cette soirée, effectivement, et d'une personne en plus extrêmement gentille et qui a toujours le sourire. Moi, c'est ça qui m'a marqué également chez elle. Donc, comment est-ce qu'on peut adhérer à l'association, en fait ? Comment ça se passe ? Alors, c'est simple d'adhérer. D'abord, je vais peut-être parler du prix, puisque c'est quand même, ça fait partie de cette association. Enfin, le but de l'association, c'est de mettre à disposition une méthodologie. Donc ça a un prix, évidemment. Donc le prix est de 125 € par an. Plus 20 €, je crois. Non, j'en suis sûr. 20 € la première année,
pour des frais d'inscription, mais 125 €, ce qui n'est pas très très cher, parce que si on compare un peu à ce qui se fait sur le marché, alors bien entendu, encore une fois, nous ne sommes pas des experts, il n'y a pas de gourou chez nous, mais si on a la curiosité d'aller voir ce que coûte un stage de prise de parole en public de quelques jours, c'est affreusement cher. Donc, comment on y adhère ? Eh bien, nous avons une page Facebook, @toastmasters.annecy, donc qui est relativement facile à trouver, ou un numéro de téléphone que je peux peut-être citer ici, 06 38 82 91 43. Et voilà, les gens qui y adhèrent, eh bien, prennent possession de cette méthodologie au travers d'un parcours qu'on va leur demander de choisir tout de suite. Alors, la méthodologie offre 10 ou 11, je crois, parcours qui répondent tous à un but précis en fonction de ce qu'on désire faire. Est-ce que ma vocation, c'est d'être conférencier précisément, ou est-ce que moi, c'est plutôt, je fais des présentations avec des supports dans mon entreprise devant un parterre de 5 à 10 personnes, ou alors je désire faire des petites conférences humoristiques. On a un parcours humoristique également. Voilà, donc les membres vont commencer par choisir un parcours qui correspond un petit peu à leur objectif. Et puis ensuite, ils vont débuter par ce qu'on appelle le premier discours, ce qu'on appelle le brise-glace, dans lequel nous parlons de nous-mêmes. Tous les discours, la plupart du temps, sont libres. Celui-là est imposé, le premier discours, puisque ça permet aux autres membres de mieux connaître la personne qui vient d'arriver. Donc, on est d'accord, Jean-Luc, c'est ouvert à tout le monde, que l'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, peu importe, à partir du moment où on a envie, de travailler sa prise de parole en public. Est-ce que c'est juste si je dis que l'on peut venir découvrir lors d'une séance avant de dire « Ok, j'adhère », pour voir l'ambiance, voir comment ça se passe, voir le déroulé et voir si ça correspond effectivement à ce qu'on a envie de faire. Oui, tout à fait. On a droit à 2 séances gratuites. Donc actuellement, encore une fois, elles sont en vidéo, mais peu importe, on a droit à 2 séances gratuites pendant lesquelles, effectivement, on n'est pas obligé de parler. Enfin, le président de séance va probablement demander à ces personnes juste de se présenter, de dire qui elles sont, mais sans plus. On encourage éventuellement les visiteurs à improviser, pourquoi pas. Mais pour préparer un discours, il faut déjà être effectivement membre et puis avoir commencé à suivre la méthodologie. Mais bien entendu que tous les visiteurs sont appréciés chez nous, et plus il y en a, plus nous sommes heureux de les accueillir. Alors, je crois ne pas me tromper que la présidente actuelle, si je dis pas de bêtises, a remporté un prix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et justement sur ce qui se passe, en principe intergroupe ? Oui, alors il y a dans ces clubs, les clubs mondiaux en fait organisent des concours tous les ans, et c'est au printemps que ça se passe, donc c'est maintenant. Alors il y a d'abord un concours de club où on va élire le meilleur discours dans le club, puis ce meilleur discours sera confronté au meilleur discours des autres clubs régionaux, donc la région dans laquelle nous sommes, ça correspond à peu près à la région dans laquelle on habite également. À peu de choses près, c'est la même chose. Donc, les clubs qui sont représentés, c'est de 2 ou 3 clubs à Lyon, un à Clermont-Ferrand, un à Grenoble, plus celui d'Annecy. Donc, elle a défendu son titre devant ces clubs-là et elle a gagné une nouvelle fois. Donc, elle va le défendre. Et d'ailleurs, tu fais bien de poser la question. C'est demain que ça se passe. Non, pardon, samedi. Samedi, elle va le défendre contre une grande région sud de la France. Voilà, c'est un discours en anglais, puisqu'on peut parler soit français, soit anglais. Elle a décidé de le faire en anglais. Et elle va donc le défendre devant tout le secteur sud de la France. Et puis après, peut-être, tous les pays européens. Puis peut-être, une finale mondiale. Le sujet est imposé pour Florence, ou c'est un sujet complètement libre ? C'est elle qui décide, en fait, comme on le voit sur l'émission de Ruquier pour le Grand Oral. Oui, absolument. Le sujet est libre. Elle a choisi de parler, je crois, pas dire de bêtises, en disant que le titre de son discours, c'est « I love my manager ».
Je crois que c'est ça. Ça, c'est une petite dédicace pour une grande marque de jouets chez qui elle travaille. Je crois que c'est ça. Alors, elle tourne ça évidemment un petit peu en dérision. Il y a beaucoup d'humour dans son discours. Et donc demain ou après-demain, samedi matin, elle va le défendre. Et je crois qu'elle a de bonnes chances parce que son discours est vraiment très très bien ciblé et parle du monde de l'entreprise avec plein d'humour et de respect. Quelles sont selon toi les valeurs du club Toastmasters Annecy ? Je crois que la plus grande, c'est la bienveillance. Parce que les gens qui viennent, comme tu le disais tout à l'heure, pour certains d'entre eux, sont paralysés juste à l'idée de devoir prendre la parole devant un public. Nous faisons preuve d'une grande bienveillance parce qu'encore une fois, personne de nous n'est expert et quand bien même nous le serions, nous ferions preuve de cette même bienveillance. Je crois que tu as prononcé tout à l'heure un mot qu'il faut ressortir absolument, c'est la confiance. Ce qui empêche tout le monde d'être à l'aise en public, et je dis bien tout le monde, quel que soit son niveau, parce qu'on a tous connu le moment où on rentre sur une scène ou devant un public quelconque et on a les jambes un petit peu flageolantes et peut-être quelques gouttes de sueur sur les tempes. Et peut-être aussi la voix qui se modifie, parce que lorsqu'on est stressé, eh bien, on ne respire plus que par le haut des poumons et la voix s'éclaircit. Elle devient plus aiguë. Je parlais des valeurs. Tu me disais donc la confiance, la bienveillance. La confiance en soi, ce mot que tu as prononcé tout à l'heure, c'est probablement ça qu'on travaille le plus. La bienveillance, et puis on a formé maintenant un groupe, je peux parler d'amitié. C'était pas le cas tout à fait au début, bien que les gens étaient tous très sympathiques. Néanmoins, maintenant, le groupe s'est un petit peu consolidé. Les personnes se connaissent depuis 2-3 ans, presque 3 ans pour ceux qui étaient là tout au début. Et il y a une réelle amitié qui s'est formée entre nous. Et qui, je crois, se ressent quand on arrive maintenant dans le club. Est-ce que tu peux simplement, alors je ne sais pas si tu l'as dit, peut-être que tu l'as dit et je suis passée à côté, mais les jours où vous vous retrouvez et les créneaux horaires ? Oui, alors c'est le lundi soir, le premier et le troisième lundi du mois, de 19h à 21h. Alors en ce moment, les réunions sont un peu plus courtes parce qu'on ne fait pas de pause au milieu. Donc les réunions durent en moyenne 1h30 et on essaye de mettre entre les discours et les improvisations une petite session qu'on appelle tips and tricks. En fait, on a constaté que le fait de faire des discours en vidéo, c'était quand même très important parce que maintenant les entreprises travaillent de plus en plus comme ça. Et donc il va falloir aussi être performant maintenant en vidéo. Je crois que tout le monde l'a compris et il y a des trucs on a tous constaté qu'il y avait des petits trucs qui fonctionnent très très bien quand on parle devant un écran. Et chacun à son tour essaye de trouver des choses que les autres ne connaîtraient pas et fait une petite présentation de 10 minutes, un quart d'heure sur des choses qui relèvent de son expertise. Quelles sont alors attention, je mets des gros guillemets, les ambitions du club d'Annecy, Toastmasters ? Alors, je ne sais pas si on peut parler effectivement d'ambition. Néanmoins, le fait de l'avoir créé a créé également des attentes de la part des écoles, par exemple, puisque j'en ai fait beaucoup de publicité dans les écoles. Ce qui nous a valu de dispenser des cours pour plusieurs d'entre nous déjà à l'Université Savoie-Mont-Blanc, pour 2 écoles, l'IAE et l'IUT, sur les 2 campus de Chambéry et d'Annecy, enfin celui d'Aix-les-Bains et celui d'Annecy. L'IPAC aussi nous a fait confiance, des cours sont organisés là-bas. Donc si on peut parler de développement de cette association, ce sera probablement dans les partenariats qui seront tissés avec des écoles. Parce que les écoles, elles aussi, se rendent compte que c'est un sujet extrêmement important, que les anglo-saxons ont énormément d'avance sur nous dans ce domaine-là, puisque tout petit en classe, depuis très longtemps aux États-Unis ou en Angleterre,
on apprend à parler de ce qu'on a fait la veille. Chez nous, ça ne fait que démarrer, donc on a un grand retard et les écoles s'en rendent compte. Donc très probablement, l'ambition, si elle existe, elle sera du côté du développement de cette méthodologie avec des écoles. Alors c'est vrai ce que tu dis, je te rejoins, parce qu'il y a des lycées du bassin chambérien qui ont mis en place depuis 2 ans, une fois par an, le grand concours éloquence pour les lycéens. Appel à volontariat. Alors autant dire que pour l'instant ça se bouscule pas forcément aux portes, mais je pense effectivement que c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, et comme on dit, plus on le fait jeune, mieux c'est, et ça aidera effectivement même dans leur carrière professionnelle. Pour moi, ça me paraît vraiment indispensable. Comment est-ce qu'on peut joindre l'association? Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Oui, principalement LinkedIn et Facebook. Est-ce qu'on peut vous aider ou vous soutenir d'une autre façon qu'en devenant adhérent de l'association? Eh bien, peut-être en venant de temps en temps en tant que visiteur, par exemple, pour écouter ce qui s'y passe. C'est un peu comme un public pour nous, donc c'est bien qu'il y ait des visiteurs de temps en temps. Et puis, ça génère un petit peu d'activité parce que ces gens-là en parlent autour d'eux aussi. Donc, ça génère beaucoup d'activités autour, et puis on en subit en quelque sorte les bonnes conséquences. Alors, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle, Jean-Luc. Est-ce que tu as aujourd'hui l'association que tu rêvais de créer? Alors, je ne crois pas avoir rêvé de la créer. Donc, tu étais né pour ça, on t'attendait, c'est pour ça. Donc, je crois qu'elle correspond bien à ce que je voulais faire au moment où j'ai décidé de le faire, parce que c'est un peu le hasard qui m'a amené là. Mais oui, elle correspond bien à l'idée que je m'en faisais, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de cette peur panique que peuvent avoir des gens à parler. J'ai le souvenir d'un jeune étudiant à Lyon qui était venu à une soirée et qui avait dit alors là, ce que vous venez de faire là, moi, jamais. C'est juste impossible pour moi de me lever dans cette salle et d'aller parler. Eh bien, il lui a fallu 6 mois pour prendre du plaisir. Je ne dis pas pour parler correctement, ça c'était fait avant, mais pour prendre du plaisir à se lever et à parler devant une petite assemblée. Ça veut dire qu'en fait, les progrès sont extrêmement rapides et que c'est bien plus abordable que ne le pense la plupart des gens qui ont peur aujourd'hui. Donc oui, je pense que l'association en est là où j'aurais aimé qu'elle soit si j'avais dû mettre des objectifs en place il y a 2 ans. Oui. Alors, je sais que tu pratiques aussi la musique, si je ne me trompe pas. Oui, en effet. Parce que je me rappelle d'un sujet justement sur lequel tu avais pitché qui était en lien avec la musique. Jean-Luc Esterman, est-ce qu'il est dans d'autres associations? Parce que c'est un homme aussi multiples facettes et implications, si j'ose dire, parce que Toastmasters aujourd'hui c'est lancé, ça suit son chemin, tu es toujours très actif dans l'association, mais c'est plus toi qui la préside, puisque c'est Florence Gaillard qui a pris la présidence. Quels sont tes autres projets en tant qu'acteur du territoire et bénévolat? Ils seront probablement musicaux s'ils existent, parce qu'effectivement, tu l'as dit, je m'intéresse à la musique. Du reste, avant que le Covid ne m'arrête là aussi, eh bien, j'avais développé une conférence sur les similitudes entre le discours verbal et le discours musical. Donc, j'analyse des œuvres musicales classiques et je trouve, plus j'analyse et plus je trouve de similitudes. En fait, ce sont 2 langages. L'un s'exprime par la voix, l'autre par un instrument de musique, mais ce sont exactement les mêmes schèmes, pour parler technique, qui sont présents. Donc, s'il y a une autre activité, elle sera probablement musicale. Oui, je ne peux pas encore en parler, mais j'ai quelques petites idées en tête. C'est bien, comme ça, on fera comme avec Jean-François. Quand tu auras mis ça en place, tu reviendras nous en parler à la radio. Pour conclure, Jean-Luc, si je te dis Toastmasters en 3 mots, quels seraient les 3 mots que tu me dirais? Efficacité, et je parle d'efficacité de prise de parole en public, c'est-à-dire, ou plutôt assertivité, c'est-à-dire l'efficacité dans la prise de parole, c'est je dis ce que je veux vraiment dire, bienveillance, puisque je l'ai cité tout à l'heure, et je sèche pour le 3e. J'y avais pas réfléchi, mais...
Moi, je dirais peut-être empathie, parce que tu le disais tout à l'heure, effectivement, sur le groupe, effectivement, en tout cas, moi, quand j'y étais, je suis restée 1 an, c'est des belles personnes. Effectivement, il y a cette notion de bienveillance, d'échange, et c'est des gens, on est tous tournés vers les autres et vers l'individu pour faire partie d'un tel projet. Moi, c'est le mot qui me viendrait au niveau des valeurs qu'on peut également donner. Je sais pas si ça te convient. J'achète. Bon, ça va. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents pour cette première. Chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour 2 nouveaux invités que vous découvrirez quelques jours avant. Vous allez vous retrouver dans une demi-heure à 19h30 avec l'émission Sportez-vous bien, animée par Damien et Aurélie, dont les invités seront les éléphants de Chambéry. Et moi, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.